Bonjour à tous, mon nom est Pierre-Olivier Pinault. Bienvenue à ce webinaire sur l'économie circulaire et les gaz à effet de serre industriels au Québec, des études de cas et les obstacles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux conférenciers qui sont deux étudiants qui ont travaillé dans le cadre de notre projet de recherche sur le potentiel de l'économie circulaire dans la réduction des gaz à effet de serre des émetteurs industriels québécois. C'est Flavien Binet, qui est étudiant à la maîtrise au Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services, le CIREG à Polytechnique Montréal, et Hugo Gersh, qui a récemment terminé sa maîtrise en stratégie à HEC Montréal. Le projet de recherche dans lequel ces recherches-là s'inscrivent est financé par le Fonds de recherche Nature et Technologie du Québec avec des fonds du Fonds vert. Et on remercie ce support financier du Fonds vert et du Fonds de recherche Nature et Technologie. L'équipe de recherche au sein de laquelle les deux étudiants chercheurs présents est une équipe multidisciplinaire avec des gens du Centre de transfert en technologie en écologie industrielle, le CTTEI, le CIREG de Polytechnique Montréal et aussi de HEC Montréal. Donc, c'est une équipe qui regroupe un bon nombre de chercheurs de ces quatre institutions-là. Et on a des partenaires industriels que je tiens à remercier, le Conseil du patronat, la Fédération des chambres de commerce du Québec et le Conseil patronal de l'environnement du Québec qui nous sont fort utiles pour justement interagir avec les émetteurs industriels avec qui nous avons collaboré dans le cadre de ces recherches. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Flavien Binet, qui va présenter pendant une vingtaine de minutes. Après la présentation de Flavien, on va avoir la présentation de Hugo Gersh, qui va aussi présenter pendant une vingtaine de minutes, ce qui va nous laisser une vingtaine de minutes à la fin pour poser des questions. Et je vous invite à poser vos questions dans l'onglet, dans votre menu questions. Vous pouvez écrire votre question et je vais voir ces questions-là et à la fin, je vais lire les questions pour Flavien et Hugo. On va prendre toutes les questions à la fin. Alors, Hugo, je te donne le contrôle et c'est à toi. Non, c'est moi d'abord. Oui, c'est Flavien. Oui, Flavien, pardon, Flavien. C'est bon, vous voyez bien mon écran? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Seconde. Voilà. Désolé pour cela. Donc bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire sur l'économie circulaire et les gaz à effet de serre industriels au Québec. Donc je m'appelle Flavien Binet, je suis étudiant en maîtrise recherche avec le CIREG, le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services. Je vais vous présenter une étude de cas sur l'acier et sa chaîne de valeur au Québec et quel rôle des stratégies d'économie circulaire pourraient avoir sur la mitigation des émissions de gaz à effet de serre. Ce travail a été réalisé avec François Saunier, analyste au CIREG, et Manuel Marny, professeur à Polytechnique Montréal et co-titulaire de la chaire internationale du cycle de vie au CIREG. Comme M. Pinault l'a présenté, je vais commencer par vous introduire cette étude de cas que nous avons fait dans le cadre du projet encore en cours de recherche sur le potentiel de l'économie circulaire sur la réduction des GES des émetteurs industriels québécois. Puis Hugo vous présentera les obstacles au déploiement de telles stratégies d'économie circulaire dans l'industrie du ciment et de l'aluminium. Sans entrer trop en détail sur les enjeux climatiques mondiaux liés aux émissions de GES anthropiques, il est important de rappeler que cette question est centrale pour notre avenir et pour limiter le réchauffement planétaire à des seuils tolérables. Les émissions industrielles ont souvent été considérées comme plus dures à réduire, car elles sont intrinsèquement reliées à la production des matériaux. Néanmoins, pour atteindre les objectifs de réduction fixés par le Québec de plus de 80% de réduction des émissions en 2050 par rapport à 1990, ces émissions doivent être étudiées avec attention. Actuellement, le secteur industriel représente 29% des émissions québécoises et l'industrie de l'acier et l'extraction minière représentent chacun 6% des émissions industrielles.
L'économie circulaire est un concept récent, regroupant ensemble différentes stratégies autour de la réduction de notre impact et agissant sur différentes étapes du cycle de vie des produits. Ces stratégies sont très diverses, allant de l'éco-conception en début de chaîne à l'économie collaborative ou le recyclage. Le principe même de l'économie circulaire est la recirculation de la matière pour limiter au maximum la perte dans l'environnement, c'est-à-dire les déchets, contrairement à une économie linéaire où nous extrayons, produisons, utilisons et jetons. La définition proposée par Québec Circulaire illustre cela. Un système de produits, d'échange et de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités. Comme souligné par de plus en plus d'études scientifiques, l'économie circulaire pourrait jouer un rôle important dans la mitigation des émissions industrielles. Nous avons donc vu les objectifs ambitieux du Québec en termes de réduction des GES et la définition de l'économie circulaire. Mais comment concrètement une telle économie peut s'implanter dans un secteur industriel et sa chaîne de valeur au niveau provincial, et quel serait le potentiel de réduction des GES? Pour cela, nous allons prendre comme étude de cas l'acier au Québec. Nous devons d'abord évaluer les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l'industrie du fer et de l'acier au Québec et de sa chaîne de valeur. Ensuite, identifier les stratégies circulaires les plus pertinentes et analyser le potentiel de l'économie circulaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur. Pour cela, nous allons utiliser deux outils de mesure de la durabilité environnementale, l'analyse de flux de matière, AFM, et l'analyse de cycle de vie, ACV. L'analyse de flux de matière étudie, comme son nom l'indique, les flux de matière, c'est-à-dire les échanges de matière entre les différentes étapes du cycle de vie. Ici, nous allons suivre le fer, et avec l'extérieur des frontières du système, dans notre cas, les importations et les exportations en dehors de la province. L'analyse de cycle de vie, quant à elle, permet d'évaluer les impacts environnementaux d'une activité. Ici, nous allons nous concentrer seulement sur le réchauffement climatique, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, mais il est possible d'étudier aussi les impacts sur la santé humaine ou la qualité des écosystèmes, par exemple. Ces deux outils seront ensuite combinés pour créer un nouveau modèle AFM-ACV, rassemblant toutes les informations nécessaires à l'étude des stratégies circulaires. Je voudrais, avant de commencer, dire un mot sur les stratégies d'économie circulaire sur lesquelles nous allons nous concentrer dans la deuxième partie de la présentation. En gardant à l'esprit que les stratégies d'économie circulaire ne se concentrent pas seulement sur la production ou le recyclage des matériaux en fin de vie, mais peuvent agir tout au long de la chaîne de valeur, nous avons identifié 6 stratégies agissant sur chacun des 3 leviers d'efficacité de l'équation présentée ici. D'abord, l'impact par matériau, c'est-à-dire émettre moins pour produire la même quantité d'acier. Pour cela, nous examinerons l'augmentation du taux de recyclage du fer au Québec et passer à une production d'acier utilisant l'hydrogène pour la réduction directe du fer. Ensuite, matière par produit, c'est-à-dire utiliser moins d'acier pour le même produit. Ici, nous analyserons l'allègement des véhicules dans l'industrie automobile et limiter la surspécification dans la construction des bâtiments. En effet, des études font état qu'une partie importante de l'acier utilisé est sans nécessité dans les bâtiments, sans entraver la sécurité ou la durabilité, mais simplement par habitude ou facilité. Enfin, produit par service, utiliser moins de produits pour le même service, comme l'augmentation de l'autopartage, limitant ainsi le nombre de véhicules nécessaires, ou l'allongement de la durée de vie des bâtiments et des véhicules pour réduire le besoin de nouveaux produits. Je ferme la parenthèse sur les stratégies que nous allons voir dans la deuxième partie, mais je voulais les introduire pour expliquer pourquoi nous nous intéresserons à l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l'acier, et pas seulement à l'industrie, et pourquoi nous allons nous intéresser aussi à la partie consommation à travers l'utilisation des produits. Pour commencer, voyons donc l'analyse de flux de matière présentant toutes les étapes du cycle de vie, avec les flèches représentant proportionnellement les quantités de fer circulant d'une étape à l'autre. Nous observons qu'une importante majorité du minerai de fer extrait au Québec part directement à l'exportation. Des 28 millions de tonnes extraites du sol par an, 26 millions vont directement à l'exportation sous forme de minerai ou après un traitement pour être transformé en boulettes de fer. Une autre donnée intéressante est que presque la moitié du fer arrivant en fin de vie est recyclé au Québec et l'autre moitié part à l'exportation. Seulement une petite quantité n'est pas valorisée. Nous comprenons aussi que la majorité des produits en acier utilisés au Québec proviennent de l'importation, sous forme de produits semi-finis à l'étape de fabrication ou directement en produits finis à l'étape d'utilisation. Cela me permet ici d'introduire les concepts d'émissions directes et indirectes.
Les émissions directes sont les émissions sur le site, résultant du procédé ou de la combustion. Les émissions indirectes, quant à elles, résultent de l'extraction, la production et l'acheminement des matières premières sur le site. Elles peuvent être localisées au Québec ou hors Québec, suivant que la matière première soit produite dans la province ou non. L'électricité, par exemple, sera locale, alors que le gaz naturel proviendra de l'extérieur du Québec. Chaque étape sera donc divisée en 3 types d'émissions, comme nous allons le voir dans la slide suivante. Voici l'analyse de cycle de vie pour les étapes industrielles de l'acier. Nous avons séparé les émissions en 3 types, comme nous venons de le voir, direct, indirect au Québec et indirect hors Québec, pour l'extraction, le traitement, donc le bouletage, et la production d'acier. Il est très important de souligner l'échelle de ces graphiques. L'étape d'extraction est comprise dans le traitement, et de même le traitement est compris dans la production. Donc, pour 1 kg d'acier, les émissions associées à la production sont bien plus importantes que les émissions de l'extraction de la quantité de fer nécessaire. La partie directe pour le traitement et la production vient en majorité de la combustion, nécessaire pour atteindre des températures de réaction très importantes. Nous pouvons maintenant combiner ces 2 outils dans un modèle présentant à la fois les flux d'acier entre les différentes activités et l'extérieur de la province, mais aussi les émissions associées à ces activités. Les flèches représentent ici toujours proportionnellement les flux de fer entre les étapes du cycle de vie, et les cercles bleus représentent les émissions directes des activités. La surface des cercles est proportionnelle aux quantités d'émissions de gaz à effet de serre directement sur le site. Nous avions vu dans la CV que les émissions de l'extraction et du traitement étaient beaucoup plus faibles que les émissions de production, rapportées à 1 kg d'acier. Mais en prenant en compte les quantités massives de minerais extraites puis exportés, nous constatons que les émissions directes de l'extraction et de la production sont presque équivalentes, même si les flux sont très différents. Nous voyons aussi que les émissions directes associées au recyclage sont sensiblement moindres que la production primaire d'acier à quantité équivalente. En construisant à partir de la figure précédente, présentant seulement les émissions directes, nous pouvons ajouter les émissions indirectes du gaz à effet de serre résultant de la chaîne d'approvisionnement des différentes étapes du cycle de vie. Les cercles verts représentent les émissions indirectes au Québec et les cercles noirs sont les émissions indirectes en dehors de la province. On note ici des quantités importantes pour les émissions indirectes hors Québec du traitement et de la production. Cela provient notamment de l'approvisionnement en gaz naturel nécessaire pour la combustion à haute température de ces activités. Maintenant, nous pouvons ajouter la partie utilisation dans le graphique. Ces émissions sont indirectes, car ce n'est pas l'acier directement qui émet, mais bien l'utilisation qu'on en fait, principalement dans le secteur du transport. Nous voyons la contribution massive des produits en acier. Ces émissions sont reliées aux fonctions des produits, par exemple les voitures ou les camions. Ici, nous voulons mettre en perspective les émissions relatives de l'industrie et de la consommation des produits. Nous voyons que la métallurgie émet plus de 2 millions de tonnes de CO2 équivalent par an, là où l'utilisation des produits en fait plus de 16 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. J'en profite pour expliquer ce que nous entendons par CO2 équivalent. C'est une unité de mesure pour rassembler l'ensemble des gaz à effet de serre. Certains gaz sont beaucoup plus nocifs que d'autres, et leur quantité sera multipliée par un facteur de potentiel de réchauffement pour être comparé au CO2. Les émissions indirectes hors Québec de l'utilisation, ici en noir clair, correspondent à l'extraction, la production et l'approvisionnement des carburants nécessaires à l'utilisation des véhicules. Enfin, comme dernière étape, il est intéressant de mettre en perspective les émissions liées à la production des biens en acier importés au Québec. En effet, une large partie des produits en acier utilisés au Québec sont créés en dehors du Québec et sont importés soit sous forme de produits semi-finis dans la phase de fabrication, soit sous forme de produits finis, comme les voitures, dans la phase d'utilisation. Les 2 cercles rouges correspondent donc à toutes les émissions nécessaires avant que nous importions ces aciers. Ainsi, ce modèle présente de manière cohérente les émissions de GES de l'industrie sidérurgique du Québec et de l'ensemble de sa chaîne de valeur, permettant d'identifier les domaines dans lesquels les stratégies d'économie circulaire pourraient contribuer non seulement à préserver les ressources, mais surtout à atténuer les émissions de gaz à effet de serre. En ne considérant que les émissions directes de l'industrie, nous aurions une image partielle de la situation québécoise.
Nous allons maintenant passer à la deuxième étape sur l'étude des stratégies circulaires et de leur potentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons modélisé chacune des stratégies séparément pour voir son impact sur les différentes émissions de chaque étape du cycle de vie. Pour rappel, nos 6 stratégies sont l'autopartage, l'allègement des véhicules, la limitation de la surspécification de l'acier dans les bâtiments, l'allongement de la durée de vie des bâtiments et des véhicules, la production d'acier grâce à l'hydrogène et l'augmentation du taux de recyclage. Cela nous a permis d'évaluer le potentiel de réduction de GES de chaque stratégie, et ensuite d'analyser ce potentiel en synergie avec les autres stratégies. L'ordre d'implémentation des stratégies peut faire évoluer le potentiel de chacune, mais le résultat final est constant. Ici, nous nous concentrons seulement sur les émissions au Québec, directes et indirectes. La première barre, à gauche, illustre la situation actuelle, comme nous l'avons vu sur le modèle précédent. Et ensuite, en partant de ce constat initial, nous voyons les réductions possibles grâce à chacune des stratégies et sur quelle partie du cycle de vie ces réductions interviennent. Par exemple, l'autopartage des véhicules impacte les émissions de l'utilisation, alors que l'hydrogène viendra atténuer les émissions en phase de production. Le jaune est l'utilisation, le bleu l'extraction et le rouge la production. Nous arrivons enfin sur la dernière barre à droite à un scénario circulaire avec les 6 stratégies implémentées et les émissions encore présentes. Chaque stratégie n'agit pas sur la même étape du cycle de vie, et il est très intéressant de voir où et quelles stratégies ont le plus d'impact. En retirant la partie utilisation du graphique précédent, l'échelle change complètement, passant de 20 millions de tonnes de CO2 équivalent par an à 3 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. Cela permet un focus plus important sur l'industrie du fer et de l'acier au Québec. On voit que certaines stratégies comme l'autopartage ou l'allègement des véhicules n'ont aucun impact sur l'industrie, comme ces stratégies n'agissent que sur l'utilisation et que les véhicules sont majoritairement importés. Par contre, une stratégie comme l'augmentation du recyclage viendra toucher les émissions d'extraction et de production en réduisant la quantité d'acier primaire nécessaire. Cela permet de mettre en perspective les gains relatifs des stratégies circulaires sur les différentes étapes de l'industrie au Québec. Pour résumer les résultats que nous venons de voir sur le potentiel de réduction de ces stratégies circulaires, en les appliquant au modèle précédent dans la première partie, nous pouvons voir les gains de l'ensemble des stratégies pour chaque émission de chaque étape du cycle de vie. Les parties transparentes correspondent à la réduction des émissions de GES directes et indirectes tout au long de la chaîne de valeur. Dans la partie production, les gains sont les plus flagrants, avec une réduction majeure, notamment due au recyclage qui augmente, à l'hydrogène et à la réduction des quantités d'acier nécessaires grâce aux autres stratégies. Les gains à l'utilisation sont aussi très appréciables grâce à l'allègement des véhicules et l'autopartage surtout. On constate aussi que les flux ont évolué. Les quantités extraites et transformées au Québec sont plus faibles et les quantités importées aussi. Seul le flux de recyclage augmente. En conclusion, nous avons vu l'importance de comprendre les émissions directes et indirectes et les avantages du modèle AFM-ACV pour obtenir une compréhension complète de l'industrie du fer et de l'acier au Québec et de sa chaîne de valeur. Cette étude souligne que l'économie circulaire a le potentiel d'avoir un impact réel sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons vu qu'une réduction de 55% pouvait être obtenue sans la phase d'utilisation, correspondant à presque 1,7 million de tonnes de CO2 équivalent par an au Québec, et 30% en prenant en compte l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire plus de 6 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. Ces chiffres sont évidemment à prendre avec précaution, car certaines stratégies et technologies ne sont pas encore opérationnelles et matures, et les chiffres comportent une part d'incertitude. Cela permet aussi de souligner la nécessité de mettre l'accent sur la réduction de l'utilisation des matériaux, et donc la réduction des niveaux de production pour atteindre les objectifs québécois. Une vision holistique est nécessaire lorsque l'on pense à l'économie circulaire. Il est nécessaire d'accroître la collaboration entre les différents acteurs d'une même chaîne de valeur, industrie, secteur énergétique et transport par exemple. Et des politiques globales sont obligatoires, car le potentiel de réduction n'est pas toujours là où on l'imagine. Merci beaucoup de votre attention et un remerciement particulier pour nos partenaires dévoués et au financement du Fonds de recherche québécois sur la nature et les technologies.
Hugo Gersh va maintenant vous présenter les obstacles au déploiement de telles stratégies circulaires dans une étude sur l'industrie et l'aluminium, sur l'industrie du ciment et de l'aluminium en particulier. Je reste à votre disposition ensuite pour répondre à vos questions. Merci. Merci Flavien. On va passer à Hugo. Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis très heureux de vous présenter donc le deuxième rapport de la journée du webinaire. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Donc, Hugo Gersh, je suis diplômé de la maîtrise en gestion MSC Stratégie de HEC Montréal. Puis j'ai dans le fond collaboré cet été avec M. Pierre-Olivier Pinault et la chaire de gestion du secteur de l'énergie pour produire le rapport que je vous présente aujourd'hui qui s'intitule « Obstacles aux stratégies d'économie circulaire et aux synergies pour la réduction des GES dans les industries du ciment et de l'aluminium ». Le mandat a été réalisé entre le mois de mai et septembre 2020. Et donc, pour contextualiser un petit peu l'étude, donc comme Flavien vous l'a démontré, et comme beaucoup d'études sur l'économie circulaire l'ont démontré, on sait qu'il y a des effets positifs, bénéfiques à l'économie circulaire, qu'on parle de manière financière et aussi pour la réduction des gaz à effet de serre et de manière générale pour l'environnement. On sait aussi que le Québec a d'ambitieux objectifs de réduction des gaz à effet de serre. On sait par exemple que dans les 30 dernières années, il y a eu une réduction de 20% de ces émissions de GES au Québec. Cependant, l'industrie reste un grand émetteur de ces GES-là et malgré les réductions, donc on peut voir qu'il y a toujours des obstacles à l'introduction de l'économie circulaire et aux synergies industrielles qui sont un volet de l'économie circulaire. Et donc, l'objectif de cette étude, c'est de comprendre quels sont les obstacles, donc d'aller sur le terrain, parler à des intervenants qui travaillent directement avec ça, pour proposer des solutions ensuite qui aideront à adopter l'économie circulaire de manière plus largement. Donc au niveau du plan, donc, je vais premièrement vous présenter la littérature sur les obstacles. Ensuite, on fera un retour sur la méthodologie de l'étude au niveau des entretiens. Par la suite, présenterai les résultats, constats et limites et finalement quelques recommandations. Donc au niveau de la littérature, j'ai analysé une quarantaine de sources sur les obstacles à l'efficacité énergétique, à l'économie circulaire ou aux symbioses en anglais, synergie industrielle en français. La majorité des textes provenaient de journaux scientifiques et étaient soit des études de cas traitant de barrières dans l'industrie ou des textes théoriques plus proprement sur les barrières à l'économie circulaire ou à l'efficacité énergétique. Et j'ai pu identifier 238 barrières dans la littérature grâce à la quarantaine de sources étudiées. Donc, sur cette quarantaine de sources-là, j'ai travaillé à peu près sur une douzaine de textes sur l'économie circulaire, 4 qui traitaient plutôt de synergie industrielle, 14 d'efficacité énergétique et 9 de tout ce qui est d'autres facettes de la performance environnementale. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tout de même une forte similitude dans les types de barrières identifiées. Donc, par exemple, souvent, on parlait de barrières institutionnelles pour parler de tout ce qui est gouvernement. On parlait de barrières financières, des coûts, ça revient à chaque fois, et ainsi de suite. Donc, cette forte similitude-là m'a permis de créer une nouvelle classification des obstacles qui est pertinente pour l'étude menée aujourd'hui. Donc, voici la classification proposée des obstacles avec laquelle je suis arrivé grâce à la revue littérature. Donc, j'ai trouvé 8 barrières identifiées que je vais maintenant vous présenter un petit peu plus concrètement. Donc, premièrement, il s'agit des barrières organisationnelles. Donc, je les ai divisées en tout ce qui est plus macro dans l'organisation et tout ce qui est plus micro dans l'organisation. Donc, organisation, culture, valeurs et structure, c'est ce qui est plus structurel dans l'organisation. Puis c'est la culture, on parle de bureaucratie, tout ce qui est macro dans l'organisation. Deuxièmement, c'est les facteurs individuels au sein de l'organisation, donc les comportements, les attitudes vis-à-vis d'un changement ou d'une situation. Et puis, comme vous pouvez le remarquer, 40 mentions et 39 mentions pour chacun d'entre eux sur les 238 barrières que j'ai identifiées. Troisième et quatrième point. Donc, loi, règlement et action des gouvernements. Donc, je pense que c'est assez clair de quoi il s'agit dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment les obstacles administratifs qui existent en fonction des lois ou des gouvernements en place dans divers pays. Par la suite, marché et environnement concurrentiel. Donc ça, c'est tout ce qui se passe dans l'industrie entre entreprises. Donc, c'est ce qui empêche les collaborations, la mauvaise communication, la chaîne d'approvisionnement qui fait défaut, des exemples comme ça qui a été mentionné dans la littérature.
Cinquièmement, obstacles financiers et coûts. Donc, on parle vraiment des éléments financiers qui empêchent la mise en place de procédés durables. Et techniques, capacités, connaissances technologiques. Donc, c'est les difficultés techniques de savoir-faire d'une organisation ou simplement le manque d'outils technologiques, le fait que l'organisation ne soit pas à jour de manière technologique pour permettre l'introduction de procédés durables. Et les deux derniers points, donc c'est les moins cités dans la littérature, mais c'est tout ce qui concerne les produits et ressources. Donc ça, c'est l'hygiène, la qualité, l'impossibilité de réutiliser les matières résiduelles et finalement consommateurs et société. Donc moins mentionné, mais je considérais quand même important de le classifier comme une barrière. C'est vraiment tout ce qui est normes sociales, donc résistance plutôt culturelle, etc. Donc au niveau de la méthodologie, j'ai parlé avec 19 personnes. J'en ai contacté 39. J'ai eu 24 réponses sur ces 39 invitations. Il y a eu 15 entretiens, dont 4 qui sont déroulés avec 2 personnes de manière simultanée. Donc, cela donne un taux de réponse de 48,7%, donc à peu près la moitié des réponses. Il y a eu 3 catégories d'intervenants, donc les industriels, ciment et aluminium, des consultants donc en efficacité énergétique ou économie circulaire, et des représentants de ministères ou organismes gouvernementaux. Les entretiens ont duré de 45 minutes à 1 heure et ont été menés par moi-même par vidéoconférence sur rendez-vous entre le 2 juillet et le 22 juillet 2020. Donc, voici les obstacles que j'ai pu identifier dans les entretiens. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai identifié 107 barrières grâce à la discussion des entretiens et vous pouvez voir aussi à l'écran ce qui est majoritaire. Donc, concrètement, on peut voir que la proéminence, c'est les barrières plutôt gouvernementales, des règlements administratifs, suivi de tout ce qui est environnement concurrentiel, tout ce qui est organisationnel structurel à 16, les obstacles financiers, les obstacles de individuel, capacité technologique, produits et ressources et consommateurs et sociétés. Donc, je vais revenir là-dessus un peu plus par la suite. Mais d'abord, je voulais vous présenter comment chaque catégorie d'intervenants identifiait les barrières. Donc, j'avais 6 intervenants de l'industrie du ciment et ces 6 intervenants-là ont identifié 40 barrières. Donc, c'est le plus important groupe en termes de mention de barrières. Et vous pouvez voir comment cela se décline par catégorie de barrières. Donc, on a tout ce qui est gouvernement législatif. Pour eux, c'était la plus grande mention à 27%, suivi des obstacles financiers à 17%, technologie technique à 15%, environnement concurrentiel et ainsi de suite pour le reste. Ensuite, pour les représentants de l'aluminium, donc il y en avait 5 et 18 mentions de barrières. Donc, c'est déjà une moins importante mention de barrière, mais tout de même, on peut voir des choses qui correspondent comme la proéminence, encore une fois, des barrières gouvernementales législatives, suivi de tout ce qui est l'environnement concurrentiel dans le marché, la compétition et la collaboration dans un marché, avec les obstacles financiers. Donc, ça diffère un petit peu, mais on peut voir quand même des similitudes. Au niveau du premier groupe de représentants externes, donc c'est les consultants. Donc, encore un point similaire, c'est la proéminence de tout ce qui est gouvernement législatif. Cependant, là, on fait une plus grande place à ce qui est interne à l'organisation, donc ce qui est plutôt macro dans l'organisation. En deuxième position, avec ensuite marché environnement concurrentiel à 18%, avec les obstacles financiers. Et finalement, tout ce qui est représentant du gouvernement, donc 16 mentions de barrières. Et fait intéressant, on voit quand même qu'il y a une reconnaissance de barrières gouvernementales chez les acteurs du gouvernement. Cependant, on peut voir aussi la très importante distribution de tout ce qui est organisationnel. Donc, il y a des reconnaissances de lacunes gouvernementales, mais il y a aussi une grande part d'enjeux qui sont liés aux organisations qu'on reconnaît dans ce secteur-là. Donc, pour faire un petit récapitulatif, et pour montrer ce qui ressort beaucoup plus que le reste, donc j'ai mis vraiment les barrières autres, celles qui ont le moins de mentions par groupe d'intervenants en gris. Comme ça, on peut voir celles qui ressortent le plus souvent. Donc, ce qui est orange, c'est gouvernement législatif. Jaune, c'est tout ce qui est plutôt organisationnel interne. Et marché environnement concurrentiel en vert, finance en rouge, et ainsi de suite. Donc, pour faire un petit retour sur les barrières, je vais vous présenter quelques exemples de choses qui ont été mentionnées par les intervenants au niveau de chaque catégorie. Donc,
au niveau de tout ce qui est loi, règlement et action des gouvernements, les intervenants ont mentionné à 10 reprises sur 30 le fait qu'il y a une lourdeur administrative dans les processus du ministère de l'Environnement. Et à ce titre, on me mentionnait qu'ouvrir un dossier pour des accréditations peut prendre au minimum 4 mois. On me disait que ça peut prendre 4 ans pour changer un certificat d'autorisation. On mentionnait la paperasse environnementale, les tests à 100 000 $, le manque de leadership, pas de feuille de route. Donc, c'est des choses comme ça qui ont été mentionnées à ce niveau. Au niveau du marché, ce qui ressortait notamment, c'était le manque de communication dans l'industrie. Donc, pour le deuxième point, c'est vraiment le manque de communication dans l'industrie. Il y a aussi une forme de concurrence qui peut s'installer. On parlait aussi des sites d'enfouissement, le fait que c'est peut-être une solution plus simple dans la mentalité traditionnelle de choisir les sites d'enfouissement pour les matières résiduelles plutôt que de collaborer dans une synergie industrielle. Au niveau de tout ce qui est organisation, culture, valeurs et structure, on soulignait l'absence d'intérêt des industries, l'incompréhension de l'économie circulaire, les anciennes pratiques et cultures, la mentalité vieille école. Pour ce qui est financier, c'était la difficulté de justifier un investissement et l'importance de la rentabilité de l'économie circulaire qui était soulevée. Puis, pour finir, tout ce qui était individuel, donc c'était la résistance au changement. On pointait certains exemples comme les syndicats ou les employés sur le plancher qui pouvaient avoir une certaine crainte par rapport à l'introduction de l'économie circulaire qui pouvait amener à une éventuelle perte d'emploi. Et ainsi de suite pour le reste, mais je vous ai présenté les plus importantes. Donc, au niveau de l'analyse, j'ai fait 10 constats que vous pouvez voir à l'écran en ce moment. Maintenant, je vais vous présenter chacun de ces constats. Donc, premièrement, comme vous pouvez le voir, la rigidité réglementaire agit comme vraiment l'obstacle majeur. C'est l'obstacle principal en général et par catégorie d'intervenants. Je tiens à préciser quand même que les discussions ont beaucoup tourné autour de ça, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, c'est encore une fois la lourdeur administrative des processus du ministère de l'Environnement qui a été mentionnée 10 fois sur 30, donc c'est quand même assez significatif. Et je voudrais souligner aussi le fait que beaucoup d'acteurs ont reconnu qu'il y avait un retard par rapport à l'Europe en économie circulaire. Donc, il y a effectivement des travaux qui se font en ce moment de manière gouvernementale pour que l'économie circulaire soit mise à jour. Il y a une stratégie gouvernementale qui est en train d'être établie. Donc, il y a beaucoup de travaux qui se font actuellement. Au niveau du deuxième point, difficulté de prioriser le financement, je remarque que s'il n'y a pas de priorité donnée par l'organisation à l'économie circulaire, il n'y aura tout simplement pas d'investissement. Donc, tous les intervenants avaient une bonne opinion de l'économie circulaire. Les industriels étaient très partisans de l'idée, disons, mais il faut vraiment qu'il y ait une priorisation de l'économie circulaire pour qu'il y ait un financement. Et il faut aussi que cette économie circulaire soit rentable pour les entreprises. Par la suite, au niveau de l'interrelation des obstacles, donc ce que je veux dire à ce niveau, c'est qu'il y a une interrelation surtout au niveau financier. Par exemple, si un intervenant me parlait d'une barrière technologique, il me disait que s'il y a un manque, on a une industrie qui n'est pas assez moderne, ça va amener des enjeux financiers. Donc, une barrière technologique peut cacher une barrière financière importante. Et donc, même si les obstacles financiers apparaissent pas aussi importants dans les résultats de mon étude, je pense qu'il faut le considérer de cette manière. Il faut se dire que souvent, il peut y avoir un obstacle, un dissuasif financier très important de manière secondaire. Au niveau de la non-reconnaissance des obstacles structurels par les industries, donc je vais remonter à ce graphique-là. Donc, comme vous pouvez le voir, les acteurs gouvernementaux et consultants, ce sont les acteurs externes et les industriels ciment et aluminium, c'est les acteurs internes. Et la différence que je note entre ces quatre groupes-là, c'est que les deux externes présentent les obstacles organisationnels internes comme obstacles secondaires majeurs, alors que les industriels n'en font presque pas mention quand on regarde le graphique plus détaillé. Donc, je ne peux pas prendre de conclusion hâtive à ce niveau. Il faudrait faire une étude plus poussée, mais ça pose quand même un constat intéressant de deux visions des choses par rapport à tout ça. Par la suite, au niveau de la résistance au changement, un point très positif que j'ai noté grâce aux entretiens, c'est qu'il peut y avoir effectivement une peur, une résistance au changement qui s'installe en amont de l'introduction de l'économie circulaire, mais si des bonnes pratiques de gestion efficaces sont mises en place tôt dans les organisations et si des incitatifs financiers, si une sensibilisation est faite, la résistance au changement va s'évaporer éventuellement et sera acceptée par tous les acteurs dans une industrie. Pour les 5 derniers points, donc manque généralisé de communication.
j'ai noté qu'il pouvait y avoir un manque de communication entre les différentes industries, donc je pense qu'elle pourrait gagner à mieux communiquer. J'y reviendrai plus tard dans les recommandations. Et il y a une mauvaise communication entre les industries et le gouvernement aussi, donc ça a été pointé par les joueurs les intervenants des deux secteurs, disons. Point 7, technologie désuète. Donc, comme je l'ai mentionné plusieurs fois jusqu'à maintenant, il faut que les entreprises soient adaptées au virage technologique, donc soient modernisées pour que l'économie circulaire et des synergies se fassent, car sinon cela peut consister en un obstacle majeur qui a été moins mentionné, mais ça a été soulevé quand même à quelques reprises, 5 fois sur 10 en fait, si on prend juste les barrières technologiques. Et au niveau de la sous-performance des nouveaux produits, donc il y a eu moins de mentions effectivement, mais c'est ressorti à plusieurs reprises que un nouveau produit dans le cadre d'une économie circulaire, une matière résiduelle d'une industrie pour une autre, si elle veut la réutiliser dans le cadre de la synergie, doit être de performance égale ou supérieure et à un coût moindre. Donc ça fait beaucoup beaucoup et de si on veut que la synergie se réalise. Donc ce n'est pas à sous-estimer dans le cadre d'une économie circulaire. Et pour finir les deux derniers points, donc là je sors un petit peu peut-être du cadre de la recherche sur les industries du ciment et de l'aluminium. Donc tous les intervenants, premièrement, n'avaient pas tous la même compréhension de l'économie circulaire. Certains étaient plus familiers que d'autres. Les industriels avaient une bonne compréhension de manière générale. D'autres avaient une moins bonne connaissance, mais ça illustre la deuxième partie du point, c'est que la société n'est pas conscientisée des bénéfices de l'économie circulaire et gagnerait certainement à l'être. Donc il y avait aussi plusieurs visions des choses à ce niveau. Et pour finir, les deux industries visées, donc ciment et aluminium, font face à des barrières différentes. Donc les deux reconnaissent des barrières majoritaires gouvernementales, mais on peut voir que l'aluminium fait face à moins de barrières, donc 18, que c'est plus homogène, c'est des plus grandes catégories en termes de mentions, alors que le ciment, c'est beaucoup plus de barrières, 40 mentions de barrières, et c'est beaucoup plus divers. Donc, encore une fois, je ne peux pas prendre de conclusion parce que mon échantillon étant assez petit, je ne peux pas déterminer s'il y a vraiment quelque chose, une corrélation qui s'installe, mais c'est intéressant de soulever ce constat. Finalement, au niveau des limites, donc ce rapport ne mesure pas l'intensité des barrières. Comme vous l'avez compris, il s'agissait d'une discussion qualitative durant laquelle il n'y avait pas de question, en fait, concrètement, quelle est la barrière majoritaire selon vous? C'était des discussions qui duraient entre 45 minutes et 1 heure et les intervenants parlaient librement des barrières avec quelques questions, bien sûr, sur les barrières en général, mais il n'y avait pas de mention de questions, en fait, sur qui quantifiait l'importance d'une barrière, donc ça peut ressortir dans l'étude. Cependant, ça laissait libre cours quand même aux intervenants de parler et beaucoup d'intervenants ont parlé des barrières gouvernementales. Au niveau de la diversité de la connaissance et de l'expertise des intervenants, comme je l'ai mentionné, tous n'avaient pas la même compréhension et la même connaissance de l'économie circulaire et des synergies industrielles qui sont un volet de l'économie circulaire. Beaucoup avaient une expertise plutôt reliée à l'efficacité énergétique, au développement durable en général. Donc, c'est certain que ça dilue en quelque sorte l'étude, mais ça apporte aussi une vision, car l'économie circulaire, c'est quelque chose de très large et ça a besoin d'être diffusé le plus possible. Finalement, le nombre d'intervenants, 19, fait en sorte que l'étude se base sur un échantillon et gagnerait certainement à être approfondie. Et aucun participant du secteur industriel de l'acier n'a donné de suite à nos invitations. Donc, je ne l'ai pas mentionné au début, mais on avait comme plan de parler aussi à des gens de l'acier. Malheureusement, je n'ai pas eu de retour de leur part. Donc, quelques recommandations. Donc, premièrement, je recommanderais d'assurer une meilleure communication entre l'industrie et le gouvernement. Donc, les joueurs industriels ont mentionné que c'était parfois difficile de pouvoir parler au gouvernement, au ministre de l'Environnement et au ministère. Donc, il pourrait y avoir des tables de concertation qui pourraient avoir lieu, une meilleure entente pour savoir c'est quoi les besoins de l'un et de l'autre. Au niveau de l'économie circulaire, il faut rattraper le retard avec l'Europe. Il faut qu'une stratégie d'économie circulaire complète soit à jour, soit adoptée par le gouvernement. Donc, il y a des travaux qui sont en cours, encore une fois, comme je le répète, mais il faut que le retard soit rattrapé. Au niveau du réseau de communication dans l'industrie, donc dans le cadre d'une relance post-COVID, ça pourrait se faire. Je pense entre autres à des forums de l'industrie, des grappes industrielles. Il y a beaucoup d'industriels qui mentionnaient qu'il manquait peut-être des institutions entre industries pour que des synergies se fassent, pour connaître les bonnes pratiques des uns et des autres.
Au niveau du point 4, sensibiliser la population et acteurs industriels. Donc, ça, c'est en dehors de ma recherche, mais c'est un point important. Il faut que l'économie circulaire soit diffusée. Il faut que la reconnaissance et la connaissance des retombées positives financières, économiques, environnementales de l'économie circulaire soit connue pour qu'elle soit partagée dans la population, dans tous les secteurs industriels possibles. Point 5, développer des pratiques de gestion pour faciliter l'introduction de l'économie circulaire. Donc, ça, c'est le point que j'ai dit tantôt par rapport à la résistance au changement. C'est vraiment un des points positifs que j'ai pu soulever des entrevues. S'il y a des incitatifs financiers, s'il y a des groupes de travail, s'il y a des comités spéciaux en charge de l'économie circulaire dans les industries, on va voir un fort déclin de la résistance au changement et des peurs qu'il peut y avoir par rapport à l'économie circulaire. Donc, je pense que c'est important que ce soit pris en compte assez tôt pour que ça réussisse. Et finalement, s'assurer d'un financement adéquat. Donc là, il y a deux volets. Je pense que le gouvernement pourrait mettre en place beaucoup d'incitatifs, des crédits pour participer aussi de sa manière, inciter les entreprises à adopter l'économie circulaire. Puis les industries en tant que telles, qu'elles soient locales, multinationales, grandes ou petites, devraient prioriser de manière organisationnelle pour qu'un financement adéquat se fasse. Donc, voilà, c'était tout pour moi. Donc, je vous remercie et puis je serai très heureux de répondre à vos questions si vous en avez. Merci, merci beaucoup Hugo. On va revenir à tous et je vais reprendre l'écran pour simplement afficher notre acétate de base. Alors, il y en a un bon nombre de questions qui sont arrivées. Je vais tout de suite y aller. Je vais les prendre par ordre chronologique de l'arrivée. Première question de Marie-Paul Barreto pour Flavien. Est-ce que la capture et la séquestration du CO2 lors du traitement du minerai serait à considérer comme stratégie? Flavien. Oui. Alors, en fait, moi, j'ai étudié que 6 stratégies, mais c'est sûr que l'économie circulaire est beaucoup plus large. Il y a énormément de stratégies qui sont applicables. Pour la capture et du CO2 et la réutilisation potentielle, il faut prendre en compte le type d'industrie et surtout les concentrations, pour savoir si elles sont intéressantes, si c'est faisable ou si c'est pas faisable. Dans l'extraction minière, il y a des solutions qui pourraient exister parce que les plus importantes émissions sur site, ça serait à la fois les véhicules qui sont utilisés sur site et puis les explosifs. Donc, il faudrait réfléchir techniquement. Moi, j'ai pas les connaissances comme ça. Là, je livre un peu un avis, mon avis. Peut-être que pour les véhicules, il y a des choses. Je sais qu'il y a des recherches qui se font sur la capture directement en sortie de véhicule. Pour les explosifs, ça me paraît plus compliqué pour récupérer directement les gaz à effet de serre à ce niveau-là. Mais en tout cas, dans d'autres industries, comme dans la sidérurgie directement ou dans le bouletage, je pense que là, la capture du CO2 serait beaucoup plus faisable en récupérant les gaz de combustion et en essayant de les traiter, de les stocker, d'en stocker une partie. Ça, ce serait peut-être plus là qu'il faudrait regarder. Et tout dépend encore des concentrations. Là, j'ai pas des chiffres en tête sur les concentrations en sortie de cheminée de chacun des étapes du cycle de vie. Merci. Encore pour Flavien, une question de Charles Thibaudot sur le taux de recyclage de l'acier. Est-ce que tu te rappelles de ce taux-là? Alors actuellement, je sais on est à peu près parce qu'en fait, quand on recycle l'acier, on le mélange souvent avec de l'acier primaire pour améliorer la qualité, parce qu'on peut pas faire, enfin, souvent on perd en qualité quand on recycle directement l'acier, donc on le dilue dans de l'acier primaire. Pour l'instant, il me semble avoir vu le chiffre de 70% d'acier primaire pour 30% de ferraille quand on crée de l'acier au Québec. Et toujours une question de Charles Thibaudot. Est-ce que l'exportation du minerai de fer à l'extérieur du Québec a beaucoup d'impact? La part du transport, si je comprends bien, c'est la part du transport du minerai à l'extérieur dans le cycle de vie. Alors moi, je me suis arrêté aux frontières du Québec, donc c'est vrai que cet impact-là, je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé en amont quand on importait l'acier, les émissions qui étaient associées à ça, parce que j'ai trouvé important de prendre en compte vu que cet acier est utilisé au Québec. Mais une fois qu'on exporte, j'ai pas fait le travail sur l'exportation,
Mais c'est sûr qu'il y a on a une part de responsabilité. Alors après, c'est très discutable sur quand on exporte ce minerai, il va être transformé en acier, il va être utilisé. Mais sur directement la partie transport, j'ai pas fait d'études sur le transport du minerai en tant que tel. Mais vu les quantités, c'est sûr qu'il doit y avoir un impact important. Sophie Bréhin demande comment est-ce que tu calcules les GES indirects hors Québec? Alors, les GES indirects hors Québec, je regarde en fait, quand je regarde des émissions d'une étape du cycle de vie, je prends en compte toutes les matières premières de cette étape. Donc, par exemple, pour la production, je regarde tout ce qu'on a besoin comme matériaux primaires, comme carburant, comme combustible, et j'essaye de sourcer d'où viennent ces différentes choses. Donc, par exemple, le gaz naturel, qui est une partie très importante, on sait qu'on en fabrique peu au Québec, ou pas d'ailleurs, et que ça vient d'autres régions ou d'autres pays. Donc là, je peux directement le mettre en indirect hors Québec. Et suivant, en fait, je prends la liste de toutes les matières premières et j'essaye de classifier si elles viennent du Québec ou hors du Québec. Deux questions reliées sur l'hydrogène, Flavien. La première partie de Frédéric Julien. En quoi l'utilisation de l'hydrogène est-elle une stratégie d'économie circulaire? De quelle industrie l'hydrogène verte est-il une matière résiduelle non valorisée? Et en fait, la question de Jérémy Canel qui est reliée, c'est quelles hypothèses ont été prises pour les émissions liées à la technologie utilisant l'hydrogène? Alors, je vais répondre à celle-là d'abord, parce que je pense que c'est celle qui mérite notre attention. Toute la partie hydrogène que j'ai fait, c'est encore à l'état de laboratoire, parce que c'est de l'hydrogène créé à partir d'électricité. Donc, ce n'est pas encore une avenue qui est très développée. Il y a des usines pilotes en Suède qui essayent de faire de l'acier avec de l'hydrogène, et l'hydrogène est de source renouvelable, en fait. L'hydrogène est créé à partir d'électricité, et cette électricité est de source renouvelable. Donc, pour le Québec, ça pourrait être adapté, vu qu'on a une électricité de source renouvelable. Et eux, ils essayent de le faire de leur côté avec des sources renouvelables. Donc, c'est toujours de l'électricité fait à partir de l'hydrogène fait à partir d'électricité renouvelable. Donc, c'est pour ça qu'on a des gains vraiment intéressants en termes de GES. Ensuite, les autres questions reliées, C'était en quoi l'hydrogène est une stratégie d'économie circulaire? Est-ce que Alors c'est ça, c'est un peu plus... c'est-à-dire que l'économie circulaire est tellement large que quand on prend en compte... oui, c'est une bonne question, mais je ne sais plus le raisonnement qu'on avait fait, mais il me semble que c'était... je ne voudrais pas dire de bêtises. Ben, on a inclus dans l'analyse, on disait que les solutions technologiques, c'est-à-dire on n'excluait pas Oui. des améliorations technologiques ou des substitutions de sources d'énergie des stratégies circulaires, même si elles ne sont pas forcément circulaires directement dans le sens où elles ne viennent pas d'un résidu d'une autre industrie. Quoique dans le cas d'hydrogène, on peut avoir de l'hydrogène qui est issu de la biomasse et donc on pourrait avoir de la biomasse qui est transformée, qui est une source d'hydrogène. Oui, c'est ça. En fait, dans le schéma de l'EDEC, on voit qu'une des stratégies de circularité, c'est l'optimisation des opérations. Donc, à la fois l'amélioration énergétique et aussi les nouvelles technologies qui pourraient être appliquées pour réduire les impacts environnementaux. Donc, ça rentre dans cette catégorie-là d'amélioration technologique. On va passer à des questions pour Hugo. De Charlotte Douillard, Hugo. La mise en place de stratégies d'économie circulaire et de synergie chez les industriels permet-elle des économies financières suffisantes pour surpasser les investissements initiaux qui sont un obstacle? C'est une bonne question. C'est pas quelque chose que je leur ai demandé directement, mais de manière générale, les études prouvent qu'il y a dans le premier rapport de la chaire de gestion de l'énergie sur l'économie circulaire, c'est quelque chose de prouvé de manière générale. Donc, moi, on est parti avec cette assumation-là que l'économie circulaire est bénéfique pour plusieurs secteurs, autant pour l'environnement que pour financièrement pour l'entreprise. Donc, je ne peux que dire oui à cette réponse-là.
Pas de question. Et une autre question pour Hugo de Frédéric Julien. Est-ce que tu peux préciser la notion de lourdeur administrative? Est-ce qu'il y a des exemples de projets d'économie circulaire pour une entreprise qu'une entreprise voulait faire, pour lesquels elle était prête à investir, où elle voyait un profit à faire, mais qui a été abandonné parce que la réglementation l'en a empêché? À ce titre-là, ce que les intervenants m'ont mentionné, c'est vraiment pour la lourdeur administrative, c'est comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le fait de couvrir un dossier pour avoir des accréditations peut prendre au minimum 4 mois. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas qu'on identifie avec quels intervenants j'ai parlé, mais on me parlait par exemple d'une date qui était en novembre et cet été, il n'avait toujours pas de retour, donc beaucoup plus que 4 mois donc pour avoir son accréditation gouvernementale pour un projet spécifique. Il y avait aussi, on parlait beaucoup des certificats d'autorisation à ce niveau-là. Ça a été mentionné à plusieurs fois dans le cadre de cela. Tout ce qui est paperasse environnementale et le coût des tests en général aussi qui peuvent être faits et ensuite annulé parce que le projet aura pris beaucoup trop de temps pour être mis en place quelques mois après le début du projet. Donc, l'entreprise peut payer cher pour quelque chose qui ne servira à rien finalement. Donc, c'est ça que je veux dire par lourdeur administrative en fait. Merci. Une question de Émilie Léonard qui dit, sachant qu'une mise à niveau des infrastructures est nécessaire pour implanter efficacement l'économie circulaire dans un secteur industriel, est-ce que la production de nouveaux équipements et la fin de vie des anciens ne va-t-elle pas annuler les effets de réduction de GES promis? Donc, c'est peut-être plus pour Flavien, mais peut-être que Hugo a des idées aussi. C'est certainement plus technique, donc je ne sais pas si Flavien, tu peux... Ça, c'est sûr que c'est une étude très intéressante à faire. Il faut prendre en compte cet aspect-là. Donc, on pourrait faire l'analyse de cycle de vie de ce changement de procédé et voir les gains par rapport aux désavantages qui incomberaient. Et c'est sûr que cette étude devra être faite s'il y a un changement majeur, c'est-à-dire que si on passe à, je ne sais pas, si une technologie révolutionnaire dans le secteur du ciment ou de l'aluminium ou de l'acier intervenait et qu'il faudrait changer toutes les alumineries du Québec, c'est sûr que le gain par rapport aux désavantages devra être calculé. Et c'est des études qui doivent être faites suivant les technologies. Mais la plupart des technologies, souvent certaines améliorations ne méritent pas de changer complètement un secteur industriel, donc sont plus faciles à faire. Ouais. Une question de Christophe Abrassard pour Flavien. As-tu envisagé un scénario prospectif de super allègement des véhicules pour maîtriser l'effet rebond, par exemple des tricycles ou quadricycles d'environ 500 kg avec habitacle, associés avec des services de réparation avec des pièces de rechange en upcycling? Alors là, je pense qu'on parle, c'est un scénario idéal, je dirais. Donc là, oui, je n'ai pas étudié spécifiquement cette chose-là. Quand je parle d'allègement des véhicules, j'ai pris une hypothèse de 25% d'allègement, donc ce qui est faisable et peut-être en limitant aussi les quantités de SUV vendues par rapport aux voitures, avec des politiques incitatives, ce serait plus faisable. Après, des scénarios idéaux comme ça, c'est sûr que ce serait parfait dans un cadre d'économie circulaire et les gains seraient encore plus intéressants. Je n'ai pas fait l'étude, mais c'est sûr que plus on allège les véhicules et moins il y en a finalement, plus on est gagnant au niveau environnemental, ce qui paraît assez logique. Et l'allègement des véhicules est vraiment une stratégie très très intéressante et très très importante qui est souvent mise à l'écart par rapport à l'électrification ou ce genre de thématique actuelle, mais l'allègement est un gain vraiment qu'on devrait beaucoup plus se concentrer dessus. Mais par contre, peut-être plus difficile à vendre aux consommateurs de ne pas acheter un SUV, de l'inciter à acheter des plus petites voitures. Ce n'est pas vraiment la culture dans laquelle on baigne, mais ce serait là où les gains environnementaux seraient les plus intéressants. Une question de Cyrine Gapsi.
êtes-vous au courant par le passé d'initiatives du gouvernement pour collaborer avec l'industrie sur des pratiques d'économie circulaire? J'imagine que c'est plus pour moi comme question. Oui, alors, comme je l'ai mentionné, il y a un retard dans plusieurs secteurs de pratiques au niveau plutôt réglementaire, on va dire, pour l'économie circulaire. Des exemples concrets de collaboration du gouvernement avec l'industrie, il y a en fait depuis quelques années certaines initiatives qui sont prises, mais il n'y a pas disons, des exemples concrets. Je ne pourrais pas en donner concrètement. Là. Je pense qu'il y en a beaucoup en ce moment qui sont en train d'être faits là, avec la stratégie qui est en cours de travail. Il y a beaucoup de travaux qui ont été avancés cet été justement, donc ce serait peut-être plus récent en fait que dans le passé les exemples que je pourrais donner. Flavien, est-ce que tu as des exemples? Là, en tête, j'en ai pas vraiment en tête parce que moi, c'est vrai que je travaille plus sur des scénarios dans le futur. Mais peut-être toi, Pierre-Olivier, d'ailleurs, tu as des exemples. On peut mentionner, pas plus tard que hier, l'annonce qui était une annonce avec plusieurs niveaux de gouvernement, Enerkem, Hydro-Québec, qui vont reprendre des matières résiduelles dans une bioraffinerie de Enerkem avec de l'hydrogène verte produite par Hydro-Québec pour faire des biocarburants. Et donc, ça s'inscrit dans une dynamique d'économie circulaire parce que la matière première va vraiment être des déchets, différents déchets, soit forestiers, soit des déchets de matière non recyclables et non compostables. Et donc, on va valoriser ces déchets-là. On peut aussi mentionner tout ce qui est les usines de biométhanisation où on va reprendre des déchets ménagers ou commerciaux ou industriels de matières organiques, donc revaloriser cette matière organique dans des centrales de biométhanisation pour faire du gaz naturel renouvelable. Donc ce sont des initiatives gouvernementales où on a une collaboration industrielle parce que évidemment ce gaz naturel renouvelable il va se retrouver dans le réseau, soit être utilisé directement par des consommateurs, soit être utilisé par le réseau de énergie. Et donc il y a une certaine collaboration là-dessus et c'est en place ce déploiement des centrales de biométhanisation. Frédéric Côté a une question, puisque l'hydrogène vert a été considéré, est-ce que vous avez envisagé les bioénergies, notamment dans la combustion? J'imagine que ça, c'est pour l'acier, mais alors vas-y Flavien. Oui, oui. Alors au tout départ de mon étude, j'avais étudié plusieurs sources d'énergie. Donc je sais que dans l'atelier déjà sur le ciment et sur l'aluminium, on avait sourcé plusieurs possibilités de combustibles alternatifs. C'est souvent fait dans l'industrie du ciment. Moi, pour ma part, pour l'acier, j'avais regardé donc la biomasse comme carburant pour les usines de bouletage. Donc ça paraissait aussi très intéressant d'utiliser l'huile pyrolytique pour remplacer le gaz naturel. Donc c'est des choses qui sont possibles et qui sont à l'étude. Là, dans cette étude que je vous ai présentée, j'ai présenté l'hydrogène, mais il est évident que le même type de raisonnement pourrait être fait pour d'autres gaz ou pour d'autres sources de carburant. Merci. Il y a Ibrahim El Khoury qui demande à Hugo, est-ce que tu peux clarifier si les 107 obstacles qui sont identifiés dans les 8 barrières sont confondus? En fait, le 107, je pense que la question porte sur le 107. Est-ce que ce sont ces 107 articles ou mentions ou obstacles différents à l'intérieur des 8 barrières? Je voulais que tu clarifies cette notion-là. OK, oui, donc en fait, c'est les 8 catégories. Ce sont des catégories, des regroupements de barrières. Donc dedans, on peut retrouver plusieurs, on va dire, sous-barrières, comme dans la littérature, c'était comme ça. Souvent, c'était des catégories. Donc par exemple, c'était barrières institutionnelles et en dessous, on avait beaucoup de sous-catégories. Donc c'est un peu comme ça que je l'ai fait. C'est dans le fond, mes 8 regroupements sont sous-divisés ensuite en plusieurs mentions de barrières qui ont été faites dans les entretiens.
Et c'est arrivé à quelques reprises, donc par exemple la lourdeur administrative, que quelques barrières se rejoignent sur la barrière mentionnée. Donc, quand je dis 107 barrières, ce sont 107 qui sont subdivisées dans les 8 catégories de barrières principales. C'est plus clair en anglais parce qu'il y a category, subcategory. En français, on peut moins dire sous-catégorie. Enfin, on peut le dire, mais c'est plus long et un peu plus technique à détailler. Le rapport de Hugo est disponible sur le site de la chaire du gestion du secteur de l'énergie, donc à HEC. Il y a quelqu'un qui a demandé, Flavien, si ton mémoire ou tes travaux étaient directement accessibles. J'ai dit que la présentation serait accessible rapidement, mais pour ce qui concerne l'ensemble des travaux. Donc oui, donc la présentation sera accessible. Là, c'est une étude de cas sur l'acier au Québec. Par contre, mes travaux vont porter sur une méthodologie plus globale qui va essayer d'appliquer cette méthodologie, mais pour n'importe quel secteur ou n'importe quelle région. Donc vraiment avoir une méthodologie globale et on puisse arriver avec son secteur et sa région et appliquer cette méthodologie pour avoir le même type de résultat. Donc c'est juste une étude de cas sur l'acier au Québec ici. Et cela va faire ça va être rendu public dans un article scientifique que j'ai presque fini, qui va être envoyé aux éditeurs bientôt, je l'espère, et donc publié probablement au printemps 2021 dans une revue scientifique. Je vous remercie. Il y a une question un peu technique de David Langevin il faudrait retourner dans les slides de Flavien. On n'a malheureusement pas le temps. Alors, je m'excuse auprès de David Langevin pour sa question. Il pourra écrire un courriel à Flavien pour avoir la réponse. Il est midi. On va s'arrêter ici. Je remercie à tous les participants d'avoir assisté au webinaire et surtout à Hugo et Flavien d'avoir partagé avec nous le fruit de leurs travaux. Alors, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci à tous.